suivi et le contrôle des travaux. Donc le suivi ne se résume pas généralement à la réception des ouvrages. Donc on va voir aujourd'hui à peu près qu'est-ce qu'on va faire, les objectifs de cette séance. Donc on va essayer de découvrir le vocabulaire et les termes utilisés, les plus utilisés, mais pas toutes. On va essayer de se familiariser avec les procédures de sélection des différents intervenants, connaître le rôle des intervenants, comprendre l'importance d'un bon cahier des charges. Donc l'insuivi, comme je dis, ne se résume pas à la réception des ouvrages, mais c'est de mettre en œuvre toutes les connaissances et les outils afin de satisfaire aux besoins du client, soit en délai, en coût, en qualité. Donc, concernant la qualité, selon votre profil, etc. Donc, on a suffisamment de connaissances techniques, mais dans d'autres domaines, il y a quand même des lacunes. Donc, pour assurer un suivi, plusieurs intervenants pour le compte de maître d'ouvrage, soit quand on est en BET, donc en bureau d'études, il y a un suivi qui par des ingénieurs, des architectes, qui coordonnent les intervenants, les différents intervenants, soit à l'intérieur de l'entreprise pour l'exécution des travaux, aussi en autocontrôle des travaux et des sous-traitants, et aussi par des organismes de contrôle. Et aussi le maître d'ouvrage assure pour son compte un suivi administratif et aussi technique et financier. Dans un suivi, il faut être polyvalent. Il faut avoir des connaissances techniques. Par exemple, il faut connaître les métraits, l'économie du chantier, un peu d'électricité, un peu de tout, un peu d'architecture, un peu... donc, il faut être polyvalent. Donc, il faut avoir quelques connaissances basiques. Il faut aussi connaître des procédures administratives et financières, soit internes à l'entreprise, alors au bureau d'études, interne à la société, et aussi externes. Donc il faut comprendre notamment, si on a un maître d'ouvrage, donc notre client, donc il faut savoir comment fonctionne aussi un peu le client, donc afin d'atteindre, non pas d'attendre, de satisfaire le besoin du client. Le client, donc dans notre cas un maître d'ouvrage, a des besoins, exprime des besoins, soit en travaux, en fourniture et ou études des services. Dans notre cas, dans le bâtiment, donc c'est les travaux et les études. Le maître d'ouvrage, donc pour exprimer ses besoins, élabore un cahier des charges, un CDC. Quand c'est public, il y a une réglementation qu'il faut connaître. Donc c'est la réglementation de marché public, c'est un décret présidentiel numéro 15-247. Donc c'est la réglementation des marchés publics pour exprimer et pour passer la commande publique. Donc un maître d'ouvrage, c'est le client, le propriétaire et l'initiateur du projet. On l'appelle aussi le donneur d'ordre et l'organisme payeur. Dans notre cas, généralement en Algérie, c'est le maître d'ouvrage généralement il est étatique. Donc c'est l'État généralement, soit par les collectivités locales, la wilaya, etc. Donc c'est eux c'est eux les principaux maîtres d'ouvrage, l'ADLEP, donc c'est ça un maître d'ouvrage. Un cahier des charges est un ensemble de clauses administratives, des articles, d'exigences techniques
qui exprime les besoins fonctionnels du client. Donc il exprime le besoin par des exigences des articles. Il définit aussi les critères de sélection des prestataires via un appel d'offres ou une consultation. Un marché, un contrat, une convention, donc on a plusieurs appellations, est un accord qui engage les parties signataires. Donc on a un contractant, on a le co-contractant. Il définit leur rôle, leurs droits et leurs obligations, ainsi que les mesures de non-respect de ces derniers. Donc si on ne respecte pas, donc on a dans le marché les mesures à faire ou coercitives, etc. Premièrement, dans son élaboration, le maître d'ouvrage, pour lancer des travaux, doit préalablement faire des études. Donc il doit faire une convention avec le avant, donc il doit choisir déjà son maître d'œuvre. Donc un bureau d'études, généralement un architecte. Et aussi faire des conventions avec le CTC pour valider les plans. Une convention avec un laboratoire, donc géotechnique, pour le rapport du sol. Et autres conventions, par exemple avec l'INACT, avec le CGS. Donc Rani, si vous voulez, activer votre microphone, parce que on est seul, donc donc un cours particulier aujourd'hui. donc on a dit une convention avec un laboratoire pour un rapport de sol. Vous êtes nouveau, c'est ça? Un nouveau diplômé. Travaux. Ouais, très bien. Ouais. Donc, Inch'Allah. Ouais, très bien, ouais, Inch'Allah. Donc c'est les démarches que le maître d'ouvrage élabore pour. Donc, on a le CGS, c'est le Centre National des Recherches Parasismiques, par exemple. Par exemple, c'est un projet important, d'une importance important par rapport à l'RPA, etc. Nous, en génie civil, donc on prend la zone. Mais si on veut aller au détail, donc l'endroit exact, donc on fait une convention avec le CGS, il va nous donner exactement le graphe, j'ai oublié exactement, pour l'introduire dans le logiciel par exemple, etc. Donc il va nous donner la réponse exactement du terrain par rapport à la sismicité exacte de l'endroit. Exactement, ouais. Bon, nous, on prend la zone 1, mais le CGS va nous donner, bon, c'est pas dans tous les cas, le maître d'ouvrage, dans le projet important. Donc, il va nous donner exactement la sensibilité, les données exactes, les données sismiques exactes de l'endroit. Non pas la zone globale. L'INACT, c'est pour valider, par exemple, on a l'électricité, on a des trucs, des lots secondaires. Donc pour valider les plans, CES, CET, etc. Ouais. Donc le CTC, donc il valide les plans. Et aussi là, il a d'autres en option, qui ne sont pas obligatoires, mais les génies civils sont obligatoires, il faut le faire valider. Et il contrôle aussi l'exécution. Et donc, comme on a dit, le taux corps d'état, c'est une option sur le contrat, donc qu'il faut ajouter. Et eux, ils proposent.
Durant le contrôle, ils ont des visites périodiques et aussi ils réceptionnent le fond de fouille et l'étanchéité. Oui, oui, le CTC. Hein. Donc le rôle des intervenants, donc c'est ça. Le rôle du CTC, c'est les visites périodiques. Il fait des visites au cours. Donc il valide les plans, il approuve les plans, l'approbation des plans. Et durant l'exécution des travaux, il fait des visites périodiques et il réceptionne obligatoirement. Donc il faut l'inviter pour les fonds de fouille et l'étanchéité des terrasses. Et il faut aussi lui envoyer les résultats de béton. Il faut aussi la formulation de béton. Il faut lui envoyer pour qu'il la valide. Ouais, oui, oui. On va y arriver. Hein. Donc, concernant le contrat de maîtrise d'œuvre, en Algérie, la maîtrise d'œuvre est non, exclusivement pour les architectes. Donc, les ingénieurs, etc., n'ont pas le droit, dans le bâtiment, n'ont pas le droit d'être maître d'œuvre. Donc, ils font, oui. Donc, la maîtrise d'œuvre en Algérie, mais même un peu partout, yani. Donc, ça, il doit être un architecte. C'est un bureau d'études d'architecture. Soit une société, hein, d'être maître d'œuvre. On va aussi comprendre et voir à peu près la suite. Donc, il assure premièrement les études. Les études, on a l'esquisse. Donc, une esquisse, c'est juste donc l'architecture, la dimension du total, etc. On a un avant-projet. L'avant-projet, c'est on définit les matériaux, les besoins. Donc on va un peu dans les détails. Puis l'exécution, on détermine les sections, la qualité exactement du matériau, etc. Le projet d'exécution, le bureau d'études se traite, globalement, avec des sous-traitants d'autres techniques, donc d'autres métiers. Donc par exemple, génie civil, il est obligé de le faire passer par des ingénieurs en génie civil, par exemple, etc. Plus, donc, pardon, et différents métiers. L'assistance dans le choix de l'entrepreneur, donc durant le cahier des charges, il va analyser les offres financières, etc. Et la présentation des règlements. Et l'autre partie, c'est le suivi et le contrôle qu'on va donc voir plus en détail. Donc le maître d'œuvre et le concepteur de projet, soit un architecte, assure les études et la coordination des différents métiers et des intervenants. Donc si vous voulez en détail voir les missions donc du maître d'œuvre et les modalités de paiement, etc., il y a un décret exécutif, un arrêté interministériel d'abord de 2001, donc entre le ministère de l'Habitat et le ministère des Finances. Donc c'est numéro 2 avril juillet 2001, et aussi une modification par rapport au mode de paiement de août 2016. Donc ça c'est bien de le lire. Donc la différence entre un maître d'œuvre et un bureau d'études techniques. Donc un bureau d'études techniques peut être il peut assurer une partie. Donc il est dans tous les domaines techniques possibles. Donc, on peut avoir en génie civil, en, en géotechnique, plusieurs métiers. C'est ça un peu la différence entre un bureau d'études techniques et un maître d'œuvre. Mais bon, un bureau d'études techniques en architecture, ça se dit. Bon. Nous, on dit généralement bureau d'études. Mais juste, c'est une petite différence. Je sais pas ce que juridique ou je ne sais pas. Donc le CTC, c'est le centre contrôle technique de contrôle de construction. Contrôle technique de construction. C'est ça. Hein? Normalement, j'ai répondu. Hein. Donc, c'est un organisme étatique de contrôle technique de la construction. Il assure la validation des plans de génie civil
autres en option, le contrôle de l'exécution et la réception des fonds de fouille et l'étanchéité. Donc, un laboratoire de contrôle, c'est un laboratoire technique agréé, extérieur à l'entreprise, qui sera chargé de faire des analyses et des essais sur les matériaux. Suivant le contrat, il est souvent à la charge de l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui le paye. Ça, c'est durant l'exécution des travaux. Donc, durant les travaux, le maître d'ouvrage doit faire le choix de l'entreprise. Donc, pour cela, il doit élaborer un cahier des charges. Dans le cahier des charges, on a deux parties. On peut dire ainsi, deux parties. Le projet du contrat et les cahiers. Bon, c'est pas les cahiers. Les cahiers, le projet de contrat et les instructions au soumissionnaire. Donc, on a deux parties. Le projet de contrat, c'est ce qui va devenir après un contrat. Donc, il ne faut pas le toucher. Les instructions au soumissionnaire, c'est leur dire, par exemple, les documents qu'il faut mettre dans la soumission. La soumission, c'est répondre à les documents, la forme, donc dans des plis, la durée de validité, etc. Donc c'est des trucs qui ne vont pas rester spécifiquement. C'est des instructions au soumissionnaire. Donc dans le projet de contrat, on a des cahiers des prescriptions et on a des annexes. Donc comme on a des instructions au soumissionnaire, c'est des dossiers de candidature et aussi on a des critères de notation. Je sais pas si je vais vous envoyer peut-être un cahier des charges, un type, donc pour avoir une idée plus précise. Donc aussi, après un cahier des charges, il doit lancer un avis d'appel d'offres ou une consultation. Mais donc c'est les grands projets, donc c'est un avis d'appel d'offres. Donc les instructions dans un avis d'appel d'offres qui est paru en général dans un journal, minimum 2 journaux, un en langue arabe et en une autre langue, en français. Ça c'est le minimum. Donc on a des instructions par rapport au retrait du cahier de charge. On définit exactement le type d'appel d'offres. Il y a plusieurs types d'appel d'offres. On cible aussi le prestataire par sa qualification, etc. Et on lui dit où est-ce qu'il va retirer le cahier des charges et à combien ça il va payer. Et aussi quand est-ce qu'il va le déposer. Donc on va préciser la durée de l'offre et l'endroit de dépôt. Pour la sélection, on a l'ouverture des plis, généralement le jour même de dépôt des offres. Après, on a l'évaluation des offres, donc suivant notre critère d'évaluation. Et aussi, on a l'attribution provisoire du marché. Donc, on va noter tous les candidats et soumissionnaires et on va choisir le meilleur, suivant les critères précédemment définis. Dans un marché, donc après avoir attribué provisoirement le marché, on va signer le marché, soit avec une seule entreprise ou plusieurs entreprises. Donc on peut avoir ce qu'on appelle l'allotissement, allotir le marché. Donc chaque lot on va le confier à une entreprise. Donc on peut avoir plusieurs entreprises pour un marché, donc plusieurs marchés. Donc c'est pour ça avec S. Et aussi on peut avoir des groupements d'entreprises. Et chaque entreprise peut se traiter une partie de son marché. Donc l'entreprise est le responsable de la réalisation d'une ou plusieurs parties des travaux. Le groupement, donc il peut être solidaire ou conjoint. Solidaire, c'est que chacun des entreprises est engagé donc pour l'exécution totale du marché. Donc même si quelqu'un est défaillant, tout le monde est responsable. Donc s'il y a des pénalités, s'il y a, je sais pas, par rapport aux cautions, etc. Donc tout le monde est responsable. Toujours on a un chef de file pour faciliter les démarches, etc. Mais donc ça, tout le monde est responsable. Quand un groupement conjoint, chacun a eu sa part. Donc si quelqu'un a donc une entreprise qui est chargée de, par exemple, des grosses œuvres, l'autre sera chargé d'électricité. Donc chacun s'engage
à exécuter la prestation à sa charge. Même si l'autre est défaillant, on va pas lui le responsabiliser, si j'ose dire. Est-ce que c'est un peu clair? Bon, c'est pas vraiment le sujet, mais bon, c'est juste avoir quelques idées. Ouais, très bien. Dans un cahier des charges, très bien. Donc, un cahier de charges comprend généralement les instructions au missionnaire, un cahier des prescriptions spéciales, un cahier des prescriptions communes, techniques, des annexes, des BPU, des QU, des trucs, formules de révision des prix, etc. Donc, au maximum, des lettres de soumission, déclaration de probité. Donc, on trouve tout ça dans un cahier des charges. Donc, si vous voulez aussi, par rapport à l'augmentation des marchés publics, donc il faut lire, il faut télécharger ça. Donc, c'est un décret présidentiel, comme on a dit précédemment, donc de septembre 2015. Il y a aussi l'arrêté par rapport au CCAG, qui est toujours, il est très, très détaillé. Il faut vraiment le lire. C'est des articles. On trouve presque tous les cas par rapport au chantier, on peut les trouver dans ce CCAG, donc, qui date de 1964. Donc, c'est quoi un cahier de prescription? Les prescriptions spéciales. Donc, on trouve l'objet du marché. Si on veut le montant du marché, on le trouve donc sur la partie. Donc, c'est des parties, c'est des chapitres. C'est des chapitres. Chaque chapitre, c'est des prescriptions spéciales. Donc, généralement, dans tous les cahiers des charges, dans les contrats, on le trouve. On trouve aussi tout ce qui est à l'installation de chantier, le mode d'évaluation des travaux, par rapport aux avances, par rapport aux cautions. Donc, c'est les clauses qui réglementent, donc on trouve tout cela. J'aimerais aussi parler d'un truc, ce qu'on appelle un PAC. Donc, c'est un plan. Donc, P, plan. A, assurance, contrôle. C, donc contrôle. Q, qualité. Donc, c'est un plan d'assurance qualité. Donc, on peut trouver dans un cahier de charge une exigence. Donc, le maître de l'ouvrage exige que l'entreprise élabore un plan d'assurance contrôle qualité, qui est vraiment une chose très très intéressante. Aussi, donc, on a une partie des prescriptions communes. On trouve élection de domicile, on trouve le règlement par rapport aux avenants, comment actualiser des prix, la résiliation. Bon, si on a le droit d'actualiser ou pas, comment. Donc, aussi la résiliation, les cas de force majeure, etc. Et nous, donc, on a aussi des prescriptions techniques. On peut l'appeler le descriptif des travaux. Donc, on a un descriptif par lot. Le terrassement, l'infra, la super. Donc, on a l'étendue des travaux, on va dire. Donc, ce descriptif comprend ou la touche les travaux suivants. Donc, on va citer à peu près par rapport au terrassement. Donc, on va dire les terrassements, bloc, si on veut ça. Bon, on va spécifier à peu près le domaine. Bon, c'est pas le domaine, mais bon. Après, on a les documents techniques. On va citer nos références. Donc, les documents techniques, on a les DTR, on va citer les DTR, je sais pas, les normes algériennes, internationales. Bon, on va spécifier à peu près sur quoi on s'est basé pour élaborer notre descriptif. Et aussi, on va dire comment on va exécuter à peu près. On va dire quels sont les essais à faire. Donc, ça, c'est la partie un peu technique. Donc, c'est les techniciens qui doivent réaliser cela. Bon, après, on trouve généralement c'est des copier-coller. C'est les mêmes, parce que c'est vrai. Bon, après, si on parle des terrassements, les terrassements sont presque partout là.
sont exécutés de la même manière, sont contrôlés de la même manière. Mais bon, en général, c'est du copier-coller. Mais normalement, on doit quand même faire attention à cela. Donc, comme on a dit dans des annexes, on a ce qu'on appelle un bordereau des préunitaires. Donc, après avoir défini exactement le descriptif, c'est vraiment le détail, on vient aux articles. Donc, on a la désignation des articles et préunitaires en lettres. Donc, on a l'unité. Après, dans les points, on doit remplir donc notre montant en lettres et en acheté. La désignation du lot, si on veut, donc chaque lot, numéroter chaque lot, etc. C'est selon notre organisation, comme on veut notre présentation, etc. Donc, aussi dans l'article d'un bordereau, on doit aussi aller dans les détails, ne pas s'arrêter par donc il faut préciser au maximum sans trop quand même charger, parce qu'on a déjà décrit dans le descriptif, mais là quand même il faut écrire un article qui englobe à peu près ce qu'on attend, à peu près. Donc par exemple ici, mur, on va pas s'arrêter au mur en briques, donc on va préciser à peu près l'épaisseur, on va préciser s'il est plein, n'est pas plein, etc. Donc il faut, sinon à l'exécution, donc l'entrepreneur, si donc, va trouver briques et point, et il a dans le chantier plusieurs épaisseurs, il a le droit de vous dire non, moi j'ai soumissionné, ou là dans mon contrat il n'y a pas d'épaisseur, donc vous devez me faire des articles ou là des avenants, donc proposer des prix par rapport à différentes épaisseurs qui sont sur le chantier. Bon, c'est juste un exemple, il faut faire quand même attention. Après, on trouve aussi un devis quantitatif. Donc on reprend les mêmes articles qu'on a définis dans le bordereau des préunitaires. Donc il faut pas ajouter ou diminuer, donc c'est les mêmes. Si on veut les reprendre entièrement, on peut. Sinon, premièrement, on doit les garder en numérotation. Il faut les garder. À l'intérieur, on peut s'arrêter à un certain degré de détail. On n'est pas obligé, parce que le prix est déjà défini dans le bordereau des préunitaires. Donc on a un prix en lettres et un autre prix en chiffres. Le même prix en chiffres. Donc on l'écrit en lettres, on l'écrit en chiffres. Généralement, dans les cahiers de charges, c'est écrit. Si on a une erreur, une différence entre le prix en lettres et le prix en chiffres, on prend le prix en lettres. Donc si on se trompe, donc il faut faire attention quand on remplit un cahier de charges, etc. Donc généralement, comme je vous ai dit, c'est écrit dans les cahiers des charges, c'est le montant en lettres qui prime. Et aussi, par rapport au prix unitaire, donc on doit reprendre le prix, on doit trouver le prix du bordereau unitaire. Des prix unitaires, on doit trouver ici. Aussi, si on trouve une différence entre le bordereau et le devis quantitatif estimatif, donc le devis, on l'appelle aussi le détail quantitatif estimatif. Si on trouve une différence, c'est le bordereau qui prime. Donc c'est là toujours le chiffre en lettres qui prime. Donc il faut reprendre le prix du bordereau unitaire. Donc comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de reprendre les articles tels qu'ils sont écrits dans le BPU, mais on peut s'arrêter juste par rapport, pour ne pas charger trop notre devis, parce que chaque fois on va facturer avec. Donc toujours, si on veut présenter, on va désigner les lots, suivant différents lots. Après on va faire des sauts totaux, donc sous total du lot 1, etc., etc. Après on fait un total acheté, donc tous les montants. Bon, le montant c'est quantité, c'est des unités, donc fois donc c'est les quantités fois le prix unitaire,
égale, on trouve notre montant de l'article. Donc un total, donc on a un TVA qui est de 19 ou 9%. Est-ce que Rani, c'est pour quand est-ce qu'on met 19 et 9 par exemple? Oui, avant, oui. Oui. Ça fait 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. 2017. Bon. Même avant c'était 17 et 7. Bon, après ça, c'est la réglementation qui change à chaque fois. Bon, faut suivre. C'est défini, bon, dans les impôts, etc. On peut trouver, généralement, c'est dans comment ça, euh, la loi de finances aussi, on change dans la loi de finances. Donc, selon la nature des travaux. Par exemple, si en bâtiment, on a deux trucs. Si on a des logements, par exemple, les logements ont une TVA de 9%. D'accord. Si on construit un logement, des logements, donc des bâtiments, etc., euh, donc on va trouver une TVA à 9%. Mais si on construit dans le même bâtiment des logements et des locaux commerciaux, donc on va les départager. Donc les logements 9%, 9% et les trucs commerciaux, c'est à 19. Donc c'est ça la différence à peu près. Il y a plusieurs, mais dans le bâtiment, il n'y a que ça. Donc on a des logements. Les logements, c'est tout. Les logements 9%, autres 19%. C'est ça. Et j'ai aussi, donc on a le devis quantitatif. Ce cas, quand on le prix unitaire. Donc un marché à prix unitaire. Mais des fois, on a des marchés à prix global et forfaitaire. Donc le soumissionnaire ne va pas remplir un bordeaux du prix unitaire, etc. Il va soumissionner par rapport à un prix global. Donc construction, 1000 logements, et va directement donner le montant du projet. Il va pas donner de détails. Après, soit, donc c'est pas des articles, des tâches, bon, c'est pas des petits articles, donc globalement c'est soit bon, c'est pas des lots, mais bon, on va pas aller dans le détail, euh, mais quand même on écrit quelques articles, donc on définit quelques articles, et on donne les points, le total des points. Par exemple, c'est un exemple, hein. Donc on a 1 milliard, donc un projet de 1 milliard. Et on va dire, on a 100 000 points. Ok? Donc c'est ça, un prix global. On a un prix global, c'est bon, classe. Et on définit la quantité des points. Donc on va dire 100 000 points. Après les points, on va les répartir sur les articles. On va prendre un article 1, on va lui donner 100 points. L'article 2, 1800. On répartit nos points. Après, on définit, donc 1 milliard divisé par 100 000, on trouve notre prix par point. Donc là, c'est pas des prix unitaires en D, donc étudiés, etc. Donc c'est des prix au point. Donc normalement, tous les prix unitaires, donc quand on va trouver ici, identiques. Nos prix unitaires par point sont identiques. Donc c'est juste la quantité des points qui change. Donc le prix d'un point est le même. Parce qu'on va diviser le prix global sur notre nombre de points. Est-ce que c'est à peu près clair? Ça, c'est bon, on ne trouve pas toujours, mais on peut le trouver quand même dans les grands projets ou l'ADL ou autre chose, ils font ça généralement. Surtout dans les projets répétitifs et aussi quand on a un projet étude de réalisation. Et étude de réalisation, on le trouve. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Hein?
Oui, oui, bien sûr. Ah, معليش. Prenez votre temps. Est-ce que vous voulez qu'on revienne quelque part pour que... Normalement, justement, parce que normalement on a terminé. Donc j'aimerais quand même vous donner un petit truc à faire pour votre projet. C'est de réaliser un BPU pour se familiariser. Donc de 10 articles. Essayez d'écrire un article. Soit si vous pouvez chercher, bon. Ou juste selon vos connaissances, à peu près qu'est-ce que je peux mettre dans un BPU. Ok, et réaliser un DQU après, puis les remplir, donner des prix pour avoir justement juste le prix unitaire en lettres et en chiffres, essayer de calculer le montant et donner un délai. Bon, des articles, bon, c'est bien des articles, pourquoi pas, des 5. Le plus important, c'est de faire. Et essayer de le mettre, si vous voulez, me l'envoyer, ou le mettre directement, une photo sur Facebook, sur le groupe Facebook. Ouais. Donc, on a été très nombreux aujourd'hui. Mais bon, mais justement, je l'ai enregistré, mais bon, mais sincèrement, c'est pas... Hein. Hmm. Ah ouais, hein? Allez, bon. Mais même après, c'est pas évident. 21h, c'est pas vraiment... C'est pas 21h, donc on va finir à 22h ou plus. Donc c'est un peu fatigant. Hein. Donc 19h, après, bon. Aussi, quand c'est gratuit, les gens ne font pas l'effort. Hein, c'est ça, malheureusement. Mais allez, nous, on va essayer de continuer. Une autre fois. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Même personnel, surtout pour cette période. Ok? Pour votre période d'essai, normalement, faut pas se mettre de la pression, mais bon. Si vous avez des trucs, besoin, faut m'envoyer directement par. Ok? Quel que soit, n'importe quelle chose, bon, à part l'étude, bon, je suis pas très fort en études, mais autre chose, si vous voulez. Allez, j'espère répondre à peu près à vos attentes. Allez, je vous remercie. Allez, à très bientôt. Donc à mercredi à 19h. Inch'Allah. Ça aide.